Donc bonjour à tous et à toutes. Bienvenue à cet atelier décarbonation du transport maritime, les atouts de la filière vélique française à l'international. Donc moi je suis Amandine Cortier, je serai l'animatrice de cet atelier et je suis responsable sectorielle industrie spécialisée sur le maritime chez BPI France. Alors cette table ronde va porter sur le marché du vélique. Je serai la partenaire de cette table ronde vous expliquer plus en détail ce dont il en retourne, mais rapidement le vélique, le principe c'est de rajouter un système de propulsion vélique. Donc, ça peut être une voile, un kite, un rotor, tout un tas de dispositifs existent sur un bateau pour diminuer la consommation de fuel de ce dit navire, car le système vélique va utiliser du vent pour amener une propulsion supplémentaire. Donc c'est un marché relativement nouveau, qui draine beaucoup d'innovations, et on a en France beaucoup d'acteurs sur l'ensemble de la chaîne de valeur. Et donc aujourd'hui, on va discuter finalement de la place de ces acteurs dans ce marché international. Et pour cela, j'ai le plaisir d'être accompagnée par 4 panélistes. Donc nous avons Thibaut Droguet de chez Louis Dreyfus Armateur. Donc Thibaut, est-ce que tu veux nous dire 2 mots sur Louis Dreyfus Armateur ? Bonjour à tous. Donc Louis Dreyfus Armateur, armateur familial depuis 170 ans, qui concentre ses activités autour de 3 pôles principaux. Donc le câble, avec des navires câbliers, principalement de pose et de maintenance de fibre optique. La BU EMR, avec des SOV, donc pour la maintenance des éoliennes en mer et le transfert de techniciens sur les éoliennes en mer, et la BU transport et logistique pour des activités de RoRo, donc c'est-à-dire des navires de transport de marchandises roulantes, et des activités de transshipment, donc de chargement, déchargement offshore dans des ports en eau peu profonde. Merci beaucoup. Ensuite, nous avons à sa droite Emmanuel Chalit, CEO de Ocean Wings. Emmanuel, un petit mot sur Ocean Wings. Donc Ocean Wings, c'est un des leaders de ce secteur de la décarbonation. Nous, ce qu'on fait, c'est très simple. Vous imaginez une aile d'avion de 30, 40, 50 mètres de haut qu'on met à la verticale. On en met plusieurs sur le pont des très grands navires de commerce. Et ça leur permet, en utilisant la puissance du vent, c'est un système entièrement automatisé, d'économiser suivant leur taille entre, on va parler en pourcentage malheureusement, 20%, 30%, 40% de fuel, et donc de réduire dans la même proportion leurs émissions de CO2. Société basée à Paris avec une usine à Caen dans le Calvados, mais avec un portefeuille de clients qui, comme l'ensemble de ce secteur, est totalement mondial. Merci beaucoup. Et Sofiane pour D-Ice. Bonjour à tous. Pour D-Ice, nous, on a la chance de bosser tous ensemble là, sur ce secteur aussi de la décarbonation. Donc, ce qu'on apporte, nous, c'est la simplification pour le marin. Parce qu'on va mettre de plus en plus de systèmes, de plus en plus de fuel demain, de plus en plus de contraintes. Ça va mettre de la pression sur le marin. Et nous, on simplifie sa vie. On est avec des systèmes finalement de navigation, tout intégrés, qui s'appuient sur des grandes briques scientifiques qu'on développe depuis plusieurs années. Moi, c'est un peu ma petite histoire perso. Je ne vais pas trop m'épancher, mais il y a un peu plus de 10 ans, j'ai eu la chance d'installer pas mal de systèmes en mer. Et je me suis rendu compte que certains de mes algorithmes, qui pilotaient les navires, permettaient de diminuer la consommation de 10, 15, 20, 30%. J'étais super fier de moi. Je présente un papier dans une conférence scientifique et puis on me dit on s'en fout, on ne paye pas le fuel. Parce que le fuel, quand nos systèmes se font acheter par les armateurs, par les chantiers pour les armateurs, et c'est l'affréteur qui paye le fuel. 10 ans après, les choses ont totalement changé. Et on est dans une période aujourd'hui où il faut de toute façon réduire la consommation. Et donc, pour amener cette véracité, cette transparence et cette solidité, il faut amener de la science. Et ça, c'est notre mission chez D-Ice. Merci beaucoup. Et ensuite, nous avons Lise Détrimont, qui est déléguée générale chez Winship et partenaire de cette table ronde. Et donc, je vais laisser Lise faire d'ailleurs cette petite introduction ensuite de la filière. Merci beaucoup, Amandine. Donc, effectivement, je suis la déléguée générale de l'association Winship. C'est finalement la fédération des acteurs qui travaillent aujourd'hui pour le développement de la propulsion des navires par le vent.
propulsion éolienne, propulsion vélique, transport maritime à la voile. On a pas mal d'appellations aujourd'hui, mais toutes veulent dire la même chose finalement. C'est la manière dont on réutilise cette énergie qui est renouvelable, qui est abondante sur certaines routes maritimes et qui est notamment gratuite dans la propulsion des navires marchands. Alors c'est quelque chose qui n'est pas très innovant parce que ça fait 7000 ans qu'on sait que ça fonctionne. Mais par contre, comme tu le disais Amandine, on a effectivement beaucoup d'innovations sur les systèmes qui sont mis en œuvre aujourd'hui. On a un exemple avec Ocean Wings qui effectivement, comme tu le disais Emmanuel, sont des ailes sur lesquelles on cherche à vraiment coller aux besoins de la marine marchande. On n'est pas dans la course au large, on n'est pas dans la plaisance. On est vraiment sur des systèmes qui doivent équiper des navires qui vont être en mer 365 jours par an, donc qui doivent être robustes, qui doivent pouvoir s'adapter à des conditions de chargement, déchargement, donc avec des systèmes qui sont affalables, qui sont arisables, qu'on peut rabattre avec des systèmes qui sont de mâts télescopiques. Et ça veut dire effectivement beaucoup d'innovation. Et on a en France un écosystème particulier avec un historique maritime, construction navale, course au large quand même, et qui a réussi à irriguer ces innovations et qui nous permet d'avoir aujourd'hui plus d'une dizaine d'équipementiers, à la fois sur ces systèmes véliques, mais aussi dans les systèmes de navigation ou les outils numériques pour estimer, simuler les performances. Le transport maritime aujourd'hui, c'est à peu près donc 3% des émissions de gaz à effet de serre mondiales. On va en revenir un petit peu là-dessus. Et c'est surtout un besoin énergétique qui est énorme. On a 300 millions de tonnes de fuel qui sont utilisées chaque année. C'est à peu près 3000 TWh qui sont nécessaires pour produire les carburants associés. Et on a aujourd'hui une contrainte réglementaire de plus en plus forte parce qu'on doit être à zéro émission à peu près en 2050. C'est l'Organisation maritime internationale qui a pris cette décision. Et donc, pour passer à des carburants décarbonés, on va démultiplier le besoin énergétique. Et donc, on va potentiellement avoir besoin d'un équivalent de 4 à 600 réacteurs nucléaires rien que pour le transport maritime. Donc, quand on a ces ordres de grandeur en tête, on se dit bien que, en fait, ce serait vraiment intéressant de réduire le besoin énergétique de ce transport maritime si on veut conserver une certaine indépendance, une certaine souveraineté énergétique, une certaine autonomie. Et aujourd'hui, on a 12 milliards de tonnes de marchandises qui traversent les mers chaque année. On peut activer le levier de la sobriété, mais ça va être long. Et on a toujours besoin de ce transport maritime aujourd'hui. Donc, face à ce paradigme, effectivement, il faut réussir à installer des systèmes véliques, à démontrer la capacité à ce que ça soit intégré dans le transport maritime actuel. Et c'est ce que font notamment des équipementiers français et des armateurs français. Aujourd'hui, on a dans le monde une 50aine de navires qui sont équipés de systèmes véliques, alors majoritairement ce qu'on appelle en rétrofit, donc des systèmes qui ont été installés sur des navires existants et qui permettent d'amener 5, 10, 15% de réduction du besoin énergétique. Et je suis sûre que Thibaut nous donnera l'équivalent en tonnes de fuel. Et puis, on a des navires nouvellement construits, comme le navire Canopée qui a été équipé par Ocean Wings et le système Oceanix, et qui a démontré là aussi, mais je vous laisserai expliquer à combien on arrive, mais globalement, on peut être avec des propulsions principales par le vent sur des nouveaux navires, et on peut atteindre 30, même plus de 50% de propulsion liée à cette énergie vélique. En quelques mots encore, ce secteur industriel, il représente aussi une capacité de création de valeur en termes d'emploi. Rien qu'en France, on a recruté plus de 1100 personnes ces 3 dernières années et on a plus de 3000 recrutements encore prévus d'ici les 5 prochaines années. On a des nouvelles usines de production qui s'installent. On envisage d'avoir, on vise plutôt côté français 30% du marché mondial, c'est-à-dire 1600 gréements qui seront en construction d'ici 2030 et un chiffre d'affaires de 1,6 milliard d'euros d'ici 2030. Donc, ça veut dire que c'est quelque chose qui est en construction aujourd'hui et qui doit trouver ses marques petit à petit, qui doit prouver sa performance, etc. Et on a encore un certain nombre de défis à relever. Et donc, je pense que Amandine va pouvoir poser quelques questions à ce propos. Tout à fait. Merci beaucoup pour cette introduction. Comme ça, tout le monde a un petit niveau de connaissance de ce qu'on entend par le secteur vélique. Du coup, première question. Donc, nous avons donc 3 entreprises françaises
Et du coup, la question serait finalement quels sont les atouts que vous avez pu trouver en France pour développer vos services, votre activité ou votre produit. Voilà, et est-ce que Sofiane, tu souhaites commencer par répondre à cette question? Je vais essayer de répondre modestement de ma petite lucarne. Pour moi, pour créer une boîte qui navigue aujourd'hui dans cet écosystème-là, c'est 3 piliers. La première, c'est nous, notre mission, j'ai essayé un peu de le dire, mais c'est vraiment d'apporter de l'optimisation. C'est au global, en le faisant finalement, en mieux comprenant comment un navire va se comporter dans un environnement complexe. C'est de la science, c'est des mathématiques, c'est de l'informatique, c'est de la physique. Il y a beaucoup de domaines en fait. Et là, on s'appuie intrinsèquement sur la puissance de la formation française, qui est quand même reconnue aujourd'hui largement à l'international, et le mix entre passion aussi, parce que chez nous, il y a, et pour avoir beaucoup travaillé finalement sur la propulsion vélique, pourquoi aujourd'hui on a été nous un petit peu précurseurs de ce secteur-là, c'est parce qu'on a eu la chance d'aller en mer, de faire de la voile et de se rendre compte de la puissance du vent et de la puissance des océans. Donc d'allier finalement passion et excellence scientifique, c'est ça qui nous crée l'équipe. Maintenant, j'ai une équipe, il me faut du financement. En France, on a un vecteur de financement, BPI en fait partie, les crédits d'impôt recherche, les crédits d'impôt innovation et aussi les appels à projets recherche qui sont des outils très puissants pour financer. Donc on a une équipe, on commence à financer et le dernier point, dans le financement, j'ai associé aussi les banques, les assurances parce que pour avoir un peu travaillé avec des banques étrangères ou aux États-Unis, si vous leur présentez des projets comme nous on fait, je peux vous dire qu'ils ouvrent les yeux et puis c'est très difficile pour des gens qui n'ont pas la culture de l'innovation, cette culture un peu de la passion qu'on pourrait avoir nous en France, à trouver des solutions et des moyens. Donc j'ai une équipe, j'ai des financements et puis il me faut aussi des clients. Et encore une fois, la capacité de rupture que peut avoir notamment une entreprise qui est à la pointe comme LDA, elle est absolument clé. Nous, quand on s'est lancé, il fallait quand même avoir pour certains clients une certaine vision de se dire je vais confier des métiers qui sont quand même très complexes à une boîte qui vient de naître, qui n'existe pas, alors que moi, mon navire, il va vivre pendant 30 ans. Donc pour moi, c'est ces 3 piliers qui sont hyper importants. Et finalement, si on les prend tous en compte, la France fait peut-être partie des quelques nations aujourd'hui où nous, on aurait pu émerger. Merci beaucoup. Est-ce qu'Emmanuel, tu as des atouts sur lesquels tu voudrais appuyer ou en tout cas davantage d'autres éléments à apporter? Je pense que Sofiane a très bien couvert ces 3 piliers que sont les talents et le capital. Les clients, il y a effectivement un petit nombre d'exemples, mais des exemples puissants que LDA illustre parfaiement. Je ne sais pas si je peux prendre le risque de prendre le contre-pied de ta question, mais on est sur une table ronde, donc pourquoi pas. Ça arrivera après, mais tu peux anticiper. Non, je pense que quand on regarde comme sous l'angle que Sofiane a expliqué, on voit énormément d'atouts. Je pense qu'il faut regarder ces atouts à l'aune d'un secteur qui est fondamentalement international. Dans un monde où 80% des navires de plus de 200 mètres sont construits en Asie, 80% de tous les gros navires sont construits en Asie et 100% des navires de plus de 200 mètres. Et donc, on en reparlera plus tard, mais je pense que ça devient un sujet clé, en fait, que comment on projette ces atouts existants de l'excellence française à l'international. Ok, merci beaucoup. Effectivement, on garde bien ça en tête. Et du coup, Thibaut, quels sont les atouts que LDA a pu trouver en France sur les besoins de LDA et également, du coup, pour prendre un peu le contre-pied de la question, finalement, pourquoi est-ce que finalement le marché maritime français n'est pas suffisant dans son ensemble et pourquoi la nationalité a finalement dans les choix, in fine, peu de poids? Alors, effectivement, d'abord pour rebondir sur ce que disait Sofiane, la culture de la voile notamment est très importante. Enfin, on le voit dans nos équipes, je pense qu'il y a la moitié des personnes qui ont pratiqué la voile. Donc déjà, en être convaincu, c'est déjà un très grand pas pour développer cette filière vélique. On a aussi la chance d'avoir nos navigants français qui ont aussi cette culture de la voile.
le développement des outils comme ceux de DICE par exemple est là pour les aider et on voit une appétence à ce genre d'outils. On voit que c'est quelque chose qui intéresse nos navigants français. Donc, clairement, ça c'est un des gros atouts, on va dire, pour LDA de la filière vélique française. Après, pour rebondir effectivement sur, on va dire plutôt ce que Christophe évoquait sur la construction des navires en Asie, effectivement, 80% des navires sont construits en Asie. Et à côté de ça, la chaîne de donneurs d'ordre, un armateur va commander un navire à un chantier. Le chantier va choisir ses équipementiers. Donc forcément, l'armateur a son mot à dire dans le choix des équipements, mais il reste cette compétitivité internationale, ce marché très fortement international, qui fait que la place du chantier est prépondérante. Les slots des chantiers, c'est-à-dire la capacité des chantiers à construire un navire est limitée. Les chantiers sont très occupés en ce moment. Donc, la marge de négociation n'est pas forcément à l'avantage de l'armateur ou du sous-traitant français par rapport aux chantiers internationaux. Donc c'est vraiment effectivement un point sur lequel on peut s'améliorer et développer cette filière. Du coup, Emmanuel, peut-être un commentaire sur ce que tu voulais dire sur le contre-pied de, de cette question. Donc si je repars de ce que Thibaut vient de dire, aujourd'hui les navires sont fabriqués en Asie. Et les dispositifs, les propulseurs véliques, ce qu'on fait nous, ce que font un certain nombre de nos concurrents, c'est des très gros objets en fait. C'est des choses qui font 40, 50 mètres de haut, des dizaines de tonnes, voire pour certains de nos concurrents des centaines de tonnes, et qui vont devoir être installés à Shanghai, à Séoul, etc., etc. Donc on est nativement face à un business mondial avec des processus et des donneurs d'ordre extrêmement complexes. Et tous les atouts que la France a au départ dans cette course, qui sont les talents, le capital et notamment le capital public, et une base de clients avec laquelle on peut démarrer, se heurte à une réalité, c'est que quand il s'agit d'aller se battre sur ces marchés-là, si on fait un constat très simple, en fait, aujourd'hui dans ce monde des gens qui fabriquent des propulseurs véliques, il y a 5 sociétés qui sont à un stade que j'appellerais industriel, dont nous. Mais nos 4 concurrents principaux, qui sont ceux qui signent tous le plus de deals, sont des sociétés anglaises, finlandaises, chinoises, et ce, en dépit du fait qu'au départ, en France, on avait la totalité des talents pour réussir. Alors face à ça, qu'est-ce qu'on peut faire ? Je suis sûr que c'est le cas pour vous, c'est le cas pour nous aussi. On doit fortement internationaliser notre effort commercial, mais ça ne suffit pas. Parce qu'on est dans un métier industriel et ça nous amène aussi à devoir industrialiser notre supply chain, s'appuyer sur des réseaux de fournisseurs qui sont sur place, qui sont, s'il faut, à Shanghai, s'il faut au Japon, s'il faut en Corée, et déployer des équipes qui permettent de servir les besoins des armateurs. Donc c'est une dimension de business complètement différente. Dans laquelle finalement la nationalité de l'entreprise ne veut plus rien dire en réalité. Il y a tellement d'intervenants. Et puis qu'est-ce que c'est que la nationalité de l'entreprise ? Est-ce que c'est ses capitaux, ses dirigeants, où sont les bureaux ? Donc en fait, le problème de la force et la faiblesse des atouts force et les faiblesses de la France, c'est un problème qui assez rapidement s'efface devant les réalités d'un business aussi international. Merci beaucoup. Un commentaire peut-être, oui. Juste pour rebondir là-dessus, c'est clairement l'objet. Et il y a une dimension dont on parle moins aujourd'hui, là, mais que je voudrais souligner, c'est la temporalité. Puisque c'est en ce moment, effectivement, que les textes deviennent de plus en plus contraignants, que des pénalités vont alourdir le coût du transport maritime dans les 3, 4, 5 prochaines années. C'est là que ça va commencer à être avec le système d'échange des quotas d'émissions au niveau européen, avec une taxe universelle qui est quand même en discussion aujourd'hui à l'OMI, et puis des pénalités qui vont être à payer avec des règlements européens là aussi. Et c'est maintenant que se font des décisions d'investissement sur les navires pour, ça a été dit tout à l'heure, les 20 prochaines années. Donc c'est maintenant qu'il faut réussir à être en capacité de montrer sa production et sa capacité à délivrer, même si effectivement il y a
pas tant de chantier que ça et qu'on renouvelle la flotte petit à petit, mais c'est quand même maintenant qu'il faut montrer cette capacité. Et c'est là aussi la France a beaucoup porté et aidé, notamment sur ces phases de recherche, de développement, de première installation ou prototype encore tout à fait à l'échelle 1,5. Quand il faut faire ces premières installations, c'est là que le défi réside aujourd'hui. Et si on n'a pas passé ce pas, ce sont effectivement d'autres entreprises qui partiront avec ce nombre de commandes qui peut être quand même extrêmement important. Oui, c'est ce que Thibaut, ce que tu disais, LDA finalement, les raisons d'un choix d'une technologie, la nationalité du coup on a bien compris ne rentre pas en compte, c'est vraiment le côté prix et fiabilité qui compte. La performance, bien Oui. évidemment, ça reste un des critères principaux, mais c'est vrai ce que dit Lise par rapport aux aides, notamment à la première installation, c'est très important, mais il faut garder en tête qu'un navire est construit pour 20 ans minimum, on est plutôt sur 30 ans. Et donc effectivement, il y a la question après aussi derrière de la fiabilité du système et de passer la deuxième vitesse, après la première installation, après les premiers tests, arriver à convaincre les personnes de la fiabilité à terme de ce système-là. Et c'est là effectivement aujourd'hui où il y a sûrement cette deuxième étape à passer. Merci. Et du coup, finalement, D-Ice et Ocean Wings, comment, dans ce marché qui est, donc on l'a bien compris, intrinsèquement international, comment est-ce que vous allez l'aborder? Et notamment, Ocean Wings, vous avez un peu, disons, revu votre stratégie récemment. Comment est-ce qu'on s'adapte à ce marché international et en tant qu'entreprise qui a commencé finalement quand même à produire en France et à tout développer en France? Alors c'est effectivement un défi important parce que non seulement ça pose des problèmes de logistique et de supply chain, mais ça pose des problèmes de propriété intellectuelle en fait. C'est que comme le marché cible dont on parle, c'est le marché de la Chine, je n'ai pas besoin de vous faire un dessin. Si on commence à faire tout ce qu'on fait aujourd'hui en France, en Chine, très rapidement, le gouvernement chinois financera des copycats exacts de ce qu'on fait à des prix qui seront imbattables. Et comme les bateaux sont construits là-bas, on se retrouvera avec ce secteur-là dans la même situation que celui des panneaux solaires et des éoliennes, en fait. Donc comment éviter ça? Il y a un ensemble de choses qu'on peut faire, comme par exemple, c'est ce qu'on a fait nous, faire les composants, continuer à faire les composants les plus critiques dans lesquels il y a l'essentiel de l'intelligence du système en France. Ces composants ayant une taille suffisamment transportable pour qu'on puisse les mettre dans des conteneurs et les envoyer en Asie très vite et pour très peu cher. Et puis faire les composants plus simples mais beaucoup plus lourds, beaucoup plus compliqués à transporter directement sur place. Tout ça autour de l'idée d'un produit modulaire. L'idée qui nous est venue, elle était très simple. En fait, on a observé le secteur des éoliennes. Et aujourd'hui, comme vous le savez tous, personne ne va dans une usine monter des gigantesques éoliennes pour ensuite les apporter sur site. Donc on a repris cette idée élémentaire pour dire, en fait, il faut s'inspirer de la modularité des éoliennes pour aboutir à un produit qui puisse être assemblé directement sur le navire, où que soit ce navire, en fait. Oui, parce que pour le petit historique peut-être d'Ocean Wings, les premières ailes ont été assemblées à Caen et ensuite le navire est venu à Caen pour installer les ailes. Aujourd'hui, du coup, c'est quelque chose qui n'est pas faisable, disons, à grande échelle parce que voilà, tout ce qu'on a expliqué sur le fait que les navires étaient faits en Chine. Sofiane, est-ce que pour D-Ice, du coup, ce côté international, comment est-ce qu'on l'aborde? Après, du coup, c'est une entreprise plutôt axée software, donc il y a moins ces problématiques de déplacer des grands composants à l'autre bout du monde, mais tout de même, quelles sont les approches? Tu m'as complètement coupé l'herbe sous le pied, finalement. Nous, on fait effectivement de l'intelligence, du soft. Donc, nous, notre plus-value et notre savoir-faire, et c'est ça qui va d'ailleurs garantir notre compétitivité, parce qu'aujourd'hui, avec les logiciels qu'on développe et ceux demain qu'on va mettre sur le marché, en mixant tous les buzzwords que vous voulez, en fait, on va réussir à finalement réduire aussi nos coûts pour que l'armateur se retrouve avec de la performance de plus en plus puissante, avec des coûts de production qui sont limités. Nous, on a la chance de pouvoir concevoir des logiciels depuis la France, de pouvoir concevoir des platines électriques et d'envoyer ce qui va se faire en Chine. C'est par exemple ce qu'on fait typiquement avec LDA. Donc, on a eu la chance d'être sélectionné par LDA sur leur flotte de bateaux pour Airbus. On a un modèle qui se transpose naturellement en fait, très bien, qui était on a aussi aujourd'hui,
on a cette casquette du leader international d'ICE sur les systèmes des bateaux à voile les plus ambitieux en termes de réduction de consommation, que ce soit sur Canopée, qui est une première mondiale, Neoline aussi, vous avez peut-être vu ce grand bateau qui est en ce moment construit en Turquie, et la flotte des bateaux pour Airbus. Je vous ai parlé de 3 bateaux, 3 technologies différentes. On a aussi, chez DICE, travaillé beaucoup sur cette capacité, et ça se base en fait avant tout sur des maths. Et ça, on revient un petit peu sur la France. J'aime bien recoller un petit peu de mathématiques parce que c'est quand même le nerf de la guerre aujourd'hui et qui nous différencie et qui nous met dans une position d'avantage concurrentiel quand même plus importante. On a développé des approches mathématiques, des logiciels qui permettent d'adresser n'importe quel type de bateau. Peu importe le stade, refit, bateau neuf, on a une solution basée sur les mêmes algorithmes, sur les mêmes logiciels. Et ça, c'est d'une puissance qui est assez énorme aujourd'hui. Et c'est ça qu'on exploite intrinsèquement de manière internationale. Le logiciel n'a pas de langue, de toute façon, c'est une machine qui la comprend. Et effectivement, aujourd'hui, on a passé une nouvelle étape de structuration. On vient de lever des fonds cet été, notamment aujourd'hui pour s'internationaliser. Et s'internationaliser aujourd'hui massivement parce que nos solutions ont aussi l'avantage d'être très rapides à déployer sur les navires. Juste peut-être pour rebondir sur quelque chose qui n'a pas été évoqué, c'est la notion de service aussi. C'est-à-dire que quand on commande un produit DICE ou un produit Ocean Wings, c'est lié à la durée de vie des navires. Ce qui va nous intéresser, c'est aussi la notion de service et de durée dans le temps. D'avoir des techniciens disponibles, de pouvoir échanger, de savoir que le produit va évoluer. C'est aussi un des atouts de la filière française. Je pense qu'en plus, la discussion qu'on a, elle intervient à un moment particulier, en fait. C'est que, je ne sais pas s'il y a un consensus là-dessus entre nous, mais en réalité, ce marché, il a un point d'inflexion. Je ne sais pas si vous voulez en parler plus tard et s'il faut que je patiente. Tu peux y aller. Une manière simple de comprendre ce qui est en train de se passer sur ce marché, c'est qu'il y a d'abord ce que Lise a dit, qui est le fait que la réglementation est en train de se resserrer à très grande vitesse, et elle se resserre en plusieurs couches, en fait. Il y a la réglementation internationale de l'IMO, il y a la réglementation européenne, et elles sont cumulatives. Donc les armateurs sont face à un mur qui se rapproche à très grande vitesse. Et pendant longtemps, beaucoup d'armateurs, probablement pas LDA d'ailleurs, ont cru qu'ils allaient pouvoir sauter le mur avec des carburants zéro émission, qui par miracle, ils allaient mettre dans leur réservoir et le problème allait disparaître. Et en fait, ce n'est pas ce qui est en train de se produire et tout le monde est en train de s'en rendre compte. Et une manière très simple de le comprendre, j'étais la semaine dernière à San Francisco, j'ai rencontré des investisseurs dans le climat, notamment quelqu'un qui vient d'investir plusieurs centaines de millions de dollars dans une usine pour fabriquer du e-méthanol à partir d'énergie solaire, totalement décarbonée. Il était très fier de cet investissement de plusieurs centaines de millions de dollars et il m'expliquait que son usine allait produire 100 000 tonnes de e-méthanol décarboné par an. Alors ça paraît énorme. Et quand on dit combien de bateaux ça fait 2 bateaux. Et il y a 50 000 bateaux dans la flotte mondiale. Donc on se rend bien compte qu'il n'y a pas de solution de ce côté-là. Et c'est ce qui va avoir un impact considérable sur notre filière. C'est que maintenant, il y a un consensus sur la nécessité du Vélic. Effectivement, et un consensus qui est très récent. On voyait encore il y a, je pense, 1 an, des conférences où on essayait de faire un clivage entre les armateurs qui allaient choisir des fuels alternatifs et des armateurs qui allaient choisir des technologies de décarbonation type le Vélic. Je pense qu'effectivement, maintenant, il y a un consensus qu'on est obligé d'étudier toutes les possibilités, de penser le bateau de manière holistique, c'est-à-dire des voiles, de l'optimisation des opérations et des carburants alternatifs pour pouvoir arriver aux objectifs de décarbonation. Je complète juste en 2 secondes, mais en effet, il y a quand même un grand intérêt de ces systèmes Vélic, c'est qu'ils sont compatibles avec tout autre carburant alternatif. Il n'y a pas d'opposition finalement entre cette technologie, alors qui était qualifiée jusque-là d'efficacité énergétique, mais qui finalement permet de propulser le navire. Donc c'est plutôt un fuel à 0 émission hein, pour le coup, et des carburants qui effectivement sont en cours de développement, mais ne sont pas encore disponibles aujourd'hui. Et s'ils le seront disponibles à des coûts qui seront extrêmement importants et sur certaines routes maritimes et pas forcément sur toutes. Donc c'est pour ça que ce besoin de réduire est important. Et comme tu le disais aussi,
C'est vrai que cette prise de conscience, elle commence. On voit les grands on va dire, instituts de recherche sur la décarbonation qui commencent à faire leurs études sur le potentiel lié au vélic, des sociétés de classification qui publient des livres entiers maintenant sur le potentiel de décarbonation. Et effectivement, ils parlent bien de tipping point, de point de bascule aujourd'hui, puisqu'on est effectivement, on a nos 50 navires équipés aujourd'hui, notre centaine qui arrivera dans quelques mois, et on espère effectivement arriver à plusieurs milliers d'ici 2030 déjà. Merci. Du coup, effectivement, on comprend bien que la solution de décarbonation sera sans doute multiple. Ce ne sera pas que du vélic, ce ne sera pas que des carburants zéro émission, ce sera sans doute un mix de toutes ces solutions. Et finalement, du coup, quel est le poids des réglementations dans ce changement et à quel point les réglementations à l'international peuvent être diverses? Est-ce que on se dit peut-être que est-ce que les Européens vont être plus contraints au début pour installer ces genres de systèmes et que ça va in fine arriver pareil aux Américains, aux Chinois, etc. Ou est-ce que l'organisation mondiale fait tout d'un bloc et du coup tous les armateurs vont devoir se ruer en même temps sur les solutions de décarbonation? Alors voilà, c'est une question ouverte, je n'aime pas de... Je peux y aller. Effectivement, les réglementations, pour l'instant, ne sont pas complètement homogènes. Il y a des réglementations européennes et des réglementations au niveau de l'IMO, donc de l'Organisation maritime internationale. Ce qui est sûr, c'est que ces réglementations, effectivement, poussent un certain nombre d'armateurs à s'intéresser aux technologies de décarbonation, que ce soit le vélic ou autre. Maintenant, un autre driver, et notamment pour LDA, c'est aussi nos clients tout simplement, et à la fin le grand public, qui pousse aussi pour cette décarbonation et qui oblige à décarboner, heureusement pour certains clients, Airbus pour ne pas les citer, plus vite que les réglementations mondiales. Donc pour nous, c'est vraiment aussi une chance d'avoir ces clients-là qui permettent d'avancer vite et de pouvoir être en tête de la décarbonation. Forcément, les réglementations aident aussi beaucoup, notamment des marchés, on va dire, plus traditionnels et pour lesquels la décarbonation était vue comme plus lointaine et par définition contraignante. J'ajouterais une chose à ce que Thibaut vient de dire, c'est que il ne faut pas sous-estimer l'impact des réglementations européennes parce qu'elles ne s'appliquent pas aux navires européens, elles s'appliquent à tout navire qui entrerait ou sortirait d'un port européen, ce qui veut dire quand même une part considérable de la flotte mondiale compte tenu du poids de l'Europe dans le PIB. Donc, en fait, ce millefeuille réglementaire international et européen, au total, il est très vite en train de devenir très, très contraignant. Et il y a des tas de navires aujourd'hui qui, dans 2 ou 3 ans, ne pourront plus, sauf à payer des pénalités importantes, opérer dans les ports européens, en fait. Et en corollaire de ça, finalement, on voit arriver une problématique pour le secteur du vélic et pour tous les contributeurs de la chaîne de valeur, c'est qu'on n'a pas de phasage en fait par rapport au marché. On n'a pas un marché qui commence en France, qui va en Europe et qui va directement. On passe d'un petit proto ou international avec un service mondial partout dans le monde, 7-7, etc. Et ça, c'est quelque chose qui est hyper difficile aujourd'hui pour notre secteur. Nous, pour l'illustrer, on a des clients qui nous ont dit super ce que vous faites, génial. Est-ce que vous m'assurez un service 7-7 partout dans le monde? Mais nous, on ne peut pas. On n'a pas encore la taille critique. Et effectivement, c'est des choses aujourd'hui qui nous empêchent de nous déployer. Donc, c'est vraiment intimement lié aujourd'hui à la structuration globale du maritime. Et cette internationalisation, elle est native. Elle passera par les réglementations. Et le fait aujourd'hui que l'Europe impose ça va finalement découler et on va avoir plus rapidement qu'on pense une normalisation des réglementations pour que finalement à l'échelle globale les pénalités soient les mêmes. Parce qu'en réalité, les armateurs font travailler les navires partout dans le monde. Vous n'avez pas un LDA achète un navire en France, mais son navire traverse des mers, va dans des pavillons différents et va sous des pavillons de réglementation internationale qui sont différentes. Et c'est pareil pour tous les armateurs. Et peut-être un point, mais peut-être que Lise en parlera mieux que moi, mais jusqu'à présent, la filière vélic n'était pas forcément très considérée dans les réglementations internationales. Le bonus à la propulsion vélic était peu en rapport avec le gain qu'elle pouvait réellement apporter. Donc on espère que ça va changer. C'est en train de changer progressivement, mais c'est encore loin.
si tu me titilles, je voulais réagir là. Mais non, en effet, je me demandais si j'en parlais, mais c'est vrai qu'on parle de la réglementation, mais encore faut-il que cette réglementation valorise finalement le Vélic à son juste potentiel pour qu'il puisse être utilisé, être lui aussi porté. Et là, c'est effectivement un gros travail qu'on mène et sur lequel la France, le gouvernement français est très actif aussi, c'est positionner ces solutions Vélic dans les réglementations internationales et faire en sorte qu'il y ait effectivement, par des mécanismes de récompense, par des mécanismes de calcul de l'énergie Vélic apportée au navire, une mise en valeur de ce qu'apporte le Vélic. C'est une parfaite transition pour la prochaine question, qui est un peu le call to action. Qu'est-ce qu'il faudrait faire du coup pour mieux articuler ce qui se passe en France avec les dynamiques internationales, avec la valorisation du Vélic. Voilà, imaginons on a le président de la République, les plus grosses banques et la les réglementations internationales face à nous. Qu'est-ce qu'on leur demanderait de faire du coup, Winship, dans sa qualité d'association qui veut promouvoir le Vélic, j'imagine qu'il a tout un tas d'idées, une grande liste des actions. Alors, il faut avant tout équiper des navires pour réussir à prouver ce qui se passe. On a encore un vrai enjeu de prise de conscience de l'accélération qu'il faut mettre pour réussir à décarboner, puisque zéro émission à 2050, ça veut dire que c'est dès aujourd'hui des navires zéro émission qu'il faudrait construire, et on en est très loin. Donc il y a cette prise de conscience et une connaissance qui doit s'accroître et qui dépend à la fois de ces organismes aussi, qui délivrent de l'information et dont on a parlé tout à l'heure, mais aussi de la capacité à justement pouvoir cumuler, valoriser de l'expérience sur des installations déjà réalisées, les publier, les mettre en visibilité. Donc, des événements comme aujourd'hui sont importants aussi pour réussir à expliquer ce qui se passe quand on parle de Vélic, quelles sont les performances, quelle est la fiabilité, quel est le marché derrière, qui sont les industriels et quels sont les besoins qu'on a encore. On a encore un travail sur justement cette performance, cette robustesse, cette maintenance. On a des choses à continuer à travailler. Et puis, évidemment, un alignement d'acteurs qu'il faut continuer à avoir. On l'a fait, nous, beaucoup en France, et on a les quatre coins du puzzle entre l'armateur, l'équipementier, la sécurité, la réglementation et les financeurs. Finalement, tous ces gens-là aujourd'hui sont réunis. On a, nous, signé un pacte Vélic entre l'État et les acteurs économiques pour aller plus loin et coordonner tous ces, tous ces coins du puzzle pour réussir justement à faire en sorte que lorsqu'il y a quelque chose qui bloque un petit peu, on puisse le débloquer et aller plus loin. Mais maintenant, il faut réussir à faire ça au niveau international. Et effectivement, on doit travailler sur la réglementation, on doit travailler sur la visibilité, on doit réussir à avoir des premières installations et avoir des retours d'expérience. Merci beaucoup. Est-ce que du coup, ce call to action appelle des commentaires de la part des intervenants? Sans doute que oui. Des commentaires toujours. Quand on regarde l'histoire d'autres secteurs de la décarbonation, comme la décarbonation de la production d'électricité par l'éolien ou par le solaire, en fait, ce dont on se rend compte, c'est que ça n'accélère vraiment que le jour où le produit décarboné est moins cher que le produit carboné. C'est-à-dire que la réglementation, ça aide, l'État, ça aide, mais fondamentalement, le driver du changement, c'est l'argent, c'est l'économie, en fait. Toutes les boîtes qui sont en train de réussir dans la décarbonation, elles décollent à partir du moment où leur solution décarbonée est juste plus intéressante financièrement. Le ciment décarboné est moins cher que le ciment carboné, etc., etc., quand on y arrive. Nous, on a cette grande chance dans la décarbonation par le Vélic que notre source d'énergie, elle est gratuite et que fondamentalement, pour un armateur, si nous, on fait bien notre boulot, il va gagner de l'argent avec le fait d'installer des dispositifs Vélic sur un navire avec un payback qui va être de meilleur en meilleur. Et je pense que c'est une très grande chance. Maintenant, ça prend du temps. Et du temps, on n'en a pas beaucoup parce que 2050, ça vient très, très vite. Et là, pour le coup, en France ou en Europe, on a un désavantage par rapport à des masses continentales comme la Chine et les États-Unis, c'est qu'on ne sait pas faire de l'aide à la demande. Les États-Unis ont beau être la patrie du capitalisme, Joe Biden n'a eu aucun problème pour aligner des centaines de milliards injectés directement dans des filières, pas pour faire de la R&D, mais pour faire de l'industrialisation. Et aujourd'hui, la réglementation européenne est un obstacle fondamental au fait d'accélérer autant que les Américains et les Chinois. Je peux contribuer aussi sur deux volets. Et effectivement, le financement, pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, si on est dans la peau d'un armateur, malheureusement, le vent, on le sent, mais on ne le voit pas.
Donc promettre des gains, c'est très difficile de les évaluer. Donc il y a une part de risque. Aujourd'hui, quand on parle de financement, c'est aussi financer du risque. Je peux que être d'accord. C'était le point. Et donc, les actions qu'on pourrait vraiment avoir, c'est de financer ce risque-là. Je reviens un petit peu aussi sur l'internationalisation, parce que ça va être natif. Toutes les boîtes comme nous qui réussiront, elles devront partir de France internationale en très peu de temps. Ça, c'est aussi un levier capitalistique qui est énorme. Et le deuxième volet qu'il ne faut pas oublier, c'est la puissance du lobby. On est en petit comité, je peux vous raconter une petite anecdote. J'ai un copain de promo qui était chez ExxonMobil, et lui, il était lobbyiste. Qu'il allait voir les grands donneurs d'ordre, les grands armateurs, pour dire vous inquiétez pas, les fuels synthétiques, on arrive. Bon, il a démissionné, maintenant il est boulanger pour info à Houston maintenant. C'est un super type. Mais bon, son boulot c'était ça. La puissance aujourd'hui du lobby, elle n'est pas qu'aux États-Unis, elle est aussi en interne en Europe, parce qu'il y a des industries. Aujourd'hui, nous, on est peut-être en retard sur l'industrie des moteurs et certains pays européens vont la mettre en avant. Donc il y a vraiment cette puissance politique aujourd'hui qui n'est pas à oublier parce qu'en fait, elle peut aussi contrebalancer le financement. Donc pour moi, c'est deux actions qui sont assez ciblées. Juste pour rebondir, et désolé pour la redondance, parce que pour nous, effectivement, c'est le point numéro 1. Quand on achète un système Vélic, on n'achète pas quelque chose qui vient à la place d'une puissance moteur. Ça vient forcément en plus. Le vent, peut-être tellement trivial qu'on ne l'a, je pense, pas évoqué, c'est intermittent. Des fois, il n'y en a pas. Donc on est obligé de garder la même puissance moteur. Donc c'est forcément un investissement en plus. Maintenant, cet investissement, il est rentable, on en est persuadé. Et c'est pour ça qu'il y a un payback qui est intéressant. Mais il reste la question du risque. Et effectivement, de comment financer ce risque et comment atténuer ce risque vis-à-vis des utilisateurs finaux. Je voudrais rajouter une toute petite chose, c'est qu'il y a le financement du risque, mais il y a le financement du passage à l'échelle. C'est que si vous regardez, il y a 30 ans, éliminer une tonne de CO2 avec du solaire, ça coûtait $360 une tonne de CO2 en moins. Aujourd'hui, ça coûte $70. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu des effets d'échelle considérables dans la filière. Mais ça a pris 30 ans dans le solaire, ça a pris 30 ans dans l'éolien. Et encore une fois, on n'a pas 30 ans jusqu'à 2050. Et donc, comment est-ce qu'on accélère ces effets d'échelle ? En aidant à la demande, en faisant en sorte que le coût d'entrée soit moins élevé pour les armateurs, afin de créer une filière puissante en France et en Europe. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires ? Peut-être peut-être un tout dernier pour compléter, c'est qu'il y a des dispositifs qui existent là-dessus, dispositifs de suramortissement fiscal. Le Vélic a été reconnu comme technologie net zéro émission dans le Net Zero Industry Act européen. Donc il y a des pas qui sont des étapes qui se passent petit à petit, mais encore faut-il les tenir, les renforcer sur le long terme. Et là, on a besoin d'une certaine visibilité sur plusieurs années de ces dispositifs, de leur maintien, de leur renforcement. Et ça, c'est encore très compliqué aujourd'hui en France et même au niveau européen. Je peux vous alimenter aussi avec un autre exemple, c'est la variabilité du prix du fret. Vous vous rappelez, Covid, tout le monde à la maison, le prix du fret, du conteneur qui explose. Retour à la normale, grande variabilité en fait du prix du fret. Certes, vous avez peut-être vu dans la presse qu'un armateur français avait pris une commande pour construire des navires en Corée. Malheureusement, il ne boucle pas son plan de financement sur la garantie. Parce que ces évolutions de prix de fret, finalement, sont des mécanismes qui vont dégrader la pertinence financière et la possible rentabilité, ce qui fait que le volet de garantie est important. Donc on est vraiment à ce moment où effectivement les solutions elles existent, on les a vues, elles marchent hyper bien. Moi j'ai eu la chance de faire les premiers essais mers avec les voiles de Ocean Wings sur Canopée. C'est juste magique, on en a des frissons. On a un point de bascule et maintenant effectivement il y a des actions qui sont tangibles et qui sont possibles d'être faites pour qu'aujourd'hui on se transforme et que la filière française devienne vraiment le leader à l'international sur ce secteur. Merci beaucoup pour tous ces call to action très, très intéressants.
Donc on comprend bien que globalement, là, il faut y aller vite, il faut y aller fort. On a fait toute la R&D nécessaire et maintenant, il n'y a plus qu'à finalement transformer l'essai. On va passer un petit peu de temps aux questions. Ça fait déjà 3/4 d'heure qu'on vous parle. Donc voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions à nous les poser. Nous serons ravis d'y répondre. Ils seront ravis parce que moi, je vais juste écouter. Est-ce qu'il y a des questions dans l'audience? Non? Je peux peut-être vous... Ah, Allô? Allô? Oui, vous m'entendez? Ok. Bon, Éric Plantier. La voiture électrique, aujourd'hui, en fait, il y a une baisse. Et pourtant, le TCO de la voiture électrique, il est meilleur aujourd'hui que celui du thermique. Donc, on est un peu dans le même sujet. On est le sujet de l'ampoule, etc. On transforme, on va dire, un OPEX en CAPEX. Et ce n'est pas la même personne qui paye. Donc, comment, au-delà de tout ce que vous avez dit, comment est-ce que, je ne sais pas, on arrive à trouver d'autres solutions pour justement combattre ce problème du CAPEX versus l'OPEX. Voilà. C'est une question assez large, mais... Je peux peut-être rebondir là-dessus. Il y a déjà un point important qui n'aide pas, c'est la multiplicité et la complexité des contrats maritimes. Vous pouvez avoir un propriétaire de navire qui affrète son bateau en ce qu'on appelle en time chart. Il peut avoir des contrats d'affrètement contenu, des voyages au spot. En fonction des types de contrats, les garanties ne sont pas les mêmes. Le payeur du fuel final ne sera pas le même. Le décideur de l'investissement ne sera pas forcément le même. Il y a des compagnies d'affrètement qui ne sont du coup pas propriétaires des navires, mais qui ont quand même un gros poids dans les investissements des navires affrétés, parce que c'est des affrètements long terme de 10-15 ans. Donc, tout ce schéma contractuel autour du maritime n'aide clairement pas à ce genre de décision et avoir un clear cut entre CAPEX et OPEX. Voilà. Je ne suis pas sûr d'avoir répondu à la question, mis à part la complexifier. Si, d'abord, ce que dit Thibaut est absolument essentiel, c'est la complexité des mécanismes de décision. Le payeur n'est pas toujours le décideur. Mais il y a un deuxième phénomène, c'est qu'on est quand même dans un secteur encore très émergent. Encore une fois, 50 navires équipés sur une flotte mondiale de 50 ou 80 000. Et du coup, mettre en place des mécanismes plus intelligents comme ceux auxquels tu penses, Eric, dans lesquels on se partagerait les économies, on transformerait, c'est probablement quelque chose qui émergera. Mais aujourd'hui, à chaque fois qu'on essaye avec les acteurs du secteur, ils disent tous, et à raison, c'est trop compliqué. On ne maîtrise pas encore assez le fonctionnement, le coût, les économies de ces systèmes pour aboutir à des mécanismes comme ça. Ça arrivera un jour, mais ce n'est pas tout de suite. Et peut-être un point, mais plus pour DICE, il y a la question de la mesure aussi, de la performance, de la mesure des économies. Si on parle de mécanismes effectivement de partage des économies de carburant ou des choses comme ça, comment on décide qu'on a économisé tant de carburant alors qu'on est passé par une route sur laquelle on ne serait pas passé si on n'avait pas de voile, sur lequel on a des incertitudes sur les conditions météo, etc. Donc il y a aussi tous ces sujets-là qui rendent difficiles ces questions-là. Mais des entreprises comme DICE sont là pour nous aider à les résoudre. Et on travaille aussi sur des normes, justement, pour réussir à avancer sur ces sujets-là et pouvoir avoir quelque chose de commun. Oui, pardon, je ne sais pas si vous aviez fini, mais j'avais une autre question. Je peux juste rajouter, par rapport à ce que disait Thibaut, c'est qu'effectivement, ce qui va clarifier, c'est la méthode. Si on a tous une méthode qui est communément admise, eh bien en fait, il n'y a pas de débat. Que ce soit la méthode pour l'affréteur, pour l'armateur, pour l'assurance, pour les banques, il nous faut une méthode qui soit unifiée. Bon, on parlait de justement la complexité qu'on peut avoir sur le CAPEX versus OPEX. C'est une complexité qui est nouvelle, parce qu'en fait, c'est juste pour revenir un petit peu en arrière, on n'avait pas ce besoin avant dans le maritime. Le besoin des compagnies maritimes, c'était sécurité et je fais mon job. C'est un paradigme nouveau qui finalement, on parle juste de la consommation de fuel, mais en fait, elle rebalaye l'intégralité de la carte. Oui, pardon. Non, vous avez dit que pour réduire les coûts, il fallait industrialiser, donc augmenter l'échelle. Comment ça va être faisable de standardiser, de faire des gammes, étant donné la diversité des bateaux, la taille probablement plus petite des systèmes véliques?
Est-ce que c'est faisable en fait d'industrialiser tout ça? Et à quelle échéance? C'est faisable et c'est faisable tout de suite en fait. Enfin, ou en tout cas, nous, c'est notre pari. Je ne parlerai pas pour nos concurrents, mais justement, le choix qu'on a fait, nous, c'est de se dire que ça ne sert à rien de faire une entreprise qui fabrique des propulseurs si on n'est pas capable extrêmement vite de monter en volume et de réduire les coûts très fortement. Et du coup, qu'est-ce qu'on a fait? On a repensé le problème à l'envers, on a reconçu nos systèmes pour s'appuyer sur une filière industrielle existante qui est celle des éoliennes. Et donc, les pales de nos ailes sont fabriquées dans des usines de pales d'éoliennes avec des technologies de pales d'éoliennes. Les actuateurs sont les mêmes que sur les éoliennes. Nos fournisseurs viennent d'un écosystème de fournisseurs qui est d'ailleurs en surcapacité aujourd'hui, donc dans lequel on peut avoir des prix très bas et dans lequel on sait avec certitude prédire des baisses de coûts relativement rapides de 50-60% avec les volumes. Pourquoi? Parce que les fournisseurs savent déjà faire les mêmes choses 50-60% moins cher si nous, on leur commande ces volumes. Donc, il y a des solutions. Dans notre cas, ça passait par le fait de ne pas réinventer la roue, mais de trouver une supply chain existante qui soit mondiale et qui puisse produire notre produit partout très vite, pas cher. Et le coût de l'intégration, enfin, la part... Parce que le bateau doit être modifié aussi, la coque du bateau. Le refit, c'est sur des bateaux neufs. Est-ce qu'on peut le faire sur des bateaux existants ou est-ce qu'il y a les deux possibilités? C'est vrai que le rêve, j'imagine pour les armateurs aussi, ça serait de pouvoir faire un bateau wind ready et puis de décider éventuellement après, plus tard, autrement, si je mets des ailes machin, des rotors bidules ou des... on n'est pas encore là, on n'est pas encore dans un monde où on peut mettre une interface standard qui s'adapte à tout. Mais je pense pas que, enfin, je désespère pas du fait que ça soit possible un jour. Donc aujourd'hui, oui, c'est une décision que l'armateur doit prendre relativement tôt s'il fait un new build et relativement tôt aussi dans le cadre d'un chantier de rétrofit. Mais je pense que nous, comme nos concurrents, on doit pouvoir construire des supply chains qui vont très vite et qui apportent des réductions de coûts très vite, indépendamment de ça. Merci. Pour compléter aussi par rapport à nous, ce qu'on fait, donc où on va plutôt optimiser le navire avec du logiciel, je peux l'illustrer. La même année où on installe Canopée, on fait le refit du plus vieux bateau qui est enregistré au RIF, le Registre international du maritime. Donc en fait, avec des bons logiciels, on est capable, et avec de l'intelligence artificielle qui est à l'intérieur, on est capable de faire les grands écarts et on est capable justement derrière de monter en prod. C'est ça qui va être hyper important pour nous. On n'a pas les mêmes problématiques en fait. C'est aussi la difficulté du secteur vélique. C'est que finalement, quand on installe le vent à bord d'un bateau, on est multisource. On a parlé aujourd'hui, on est très techno. Il va falloir former des marins aussi. Parce que, et aujourd'hui, des marins français sont très à l'affût de ça. Mais demain, la grande masse des marins, elle se situe aussi en Asie. Allô? Ouais. Non, mais sérieusement. Non, en fait, c'est 0 personne en plus, mais c'est de la culture en plus. C'est de la formation en plus. Mais qui dit formation, dit outil de formation. Et bonsoir. Donc, c'est aussi des choses à développer. Bonsoir. Donc, moi, je suis un spécialiste de l'éolien offshore. Alors, je vais me permettre un commentaire sur ce que vous avez dit tout à l'heure, et puis ensuite 2 questions. Aujourd'hui, les éoliennes offshore ne sont pas fabriquées en Chine, elles sont fabriquées en Europe et singulièrement en France. Et sur les 12 usines européennes, il y en a 4 en France, parce qu'il y a eu une volonté des gouvernements dans les années 2010-2012 de développer cette filière. Donc il y a une usine JE Vernova à Saint-Nazaire, une usine de pales à Cherbourg et 2 usines au Havre. Et toutes les éoliennes offshore actuellement en train d'être installées en France sont fabriquées en France. Et demain, peut-être en Europe. Et aujourd'hui, la profession se mobilise pour continuer cet effort à travers un intense lobbying supporté par les gens d'en face, la Direction Générale des Entreprises à Bercy, au niveau de l'Europe, pour le NZIA. Donc j'aurais aimé savoir quelles sont vos actions dans ce domaine-là pour essayer de faire développer cette filière. On a vu que les chantiers de l'Atlantique avaient développé un prototype. Il y a vous, il y en a peut-être d'autres. Est-ce que vous avez une action commune, véritablement européenne, pour attaquer ce point-là ? Puis j'ai une deuxième question un peu plus anecdotique pour lui, de Dreyfus Armateur. Est-ce que vous avez des projets de développer des bateaux d'intervention sur les champs d'éoliennes en mer à propulsion vélique? Je commence peut-être par la deuxième, qui est peut-être la plus simple à répondre. On croit au vélique, donc ça veut dire que sur tous nos nouveaux projets, on réfléchit au vélique.
Ça ne veut pas dire que ça fait sens sur tous les projets. Si je prends les navires d'intervention éolienne, c'est des navires qui passent beaucoup de temps en DP, ce qu'on appelle, c'est-à-dire Dynamic Positioning, donc à faire du surplace à côté d'une éolienne pour transférer des pièces et des techniciens. Clairement, ça ne va pas être les navires sur lesquels la propulsion vélique est la plus intéressante. Par contre, on développe d'autres solutions de décarbonation qui ne sont pas applicables à d'autres navires de charge. Si on pense par exemple à l'hybridation avec des packs de batteries, on peut penser à de l'hydrogène, étant donné qu'ils reviennent régulièrement sur le même port pour se recharger. Donc on est persuadé que pour chaque type de navire, les solutions ne sont pas les mêmes et seront forcément différentes. Alors bien sûr, il y a parmi les plus belles usines de pales d'éoliennes dans le monde, elles sont en France, tout à côté de nous, celle de Cherbourg qui est juste à côté de notre usine de Caen. Nous, en fait, aujourd'hui, la raison pour laquelle on fait les pales de nos ailes en Chine, c'est pas parce que c'est moins cher, c'est parce qu'on doit les installer en Chine, en fait. Et si on regarde les coûts et les marges dans notre secteur, on ne peut pas se permettre, nous, aujourd'hui, avec nos clients, de fabriquer des pales en France pour les expédier à Shanghai. Ça n'aurait pas de sens. Par contre, à l'inverse, là où il y a une vraie opportunité, c'est que sur le marché du rétrofit, on a dit tout à l'heure que l'essentiel des bateaux étaient fabriqués en Asie, mais ça, c'est moins vrai sur le marché du rétrofit. Et le marché du rétrofit, c'est potentiellement la moitié du potentiel du Vélic, et on peut faire de l'installation de rétrofit en Europe, et on en fait et on en fera. Et là, il n'y a rien qui s'oppose à ce que, et d'ailleurs, c'est ce qu'on va faire, on fasse faire ces composants-là en France pour les installer dans le cadre de chantiers de rétrofit qui seront faits en Europe. Donc en fait, il y a une vraie opportunité de ce côté-là et la manière dont on a construit notre supply chain nous permet de travailler avec des fournisseurs de pales d'éoliennes qui soient en Europe ou en Asie. Et pour compléter sur l'aspect réglementation Europe, oui, c'est pour ça qu'il y a une association qui s'appelle Winship, alors qui est française, mais qui s'appuie sur un réseau international, l'International Winship Association. Et on a un rôle à la fois au niveau européen et au niveau de l'Organisation maritime internationale, avec justement le positionnement de ce sujet vélique dans les textes qui émergent aujourd'hui sur la production, sur l'industrialisation, le Net Zero Industry Act, pardon, dans lequel il a fallu se battre, clairement, pour faire reconnaître la propulsion par le vent. Autant les éoliennes, effectivement, c'est quelque chose qui est maintenant acquis, mais quand on parle de propulsion par le vent et non pas de génération d'énergie ou d'électricité via l'utilisation de l'énergie du vent, c'est un petit peu plus compliqué, donc on passe beaucoup de temps, effectivement, à permettre de faire figurer le Vélic aujourd'hui dans tous les textes européens. Oui, bonsoir. Je suis en charge du business développement pour une grande société qui s'appelle GE Vernova et je travaille principalement dans le domaine de la marine. Vous venez d'évoquer le fait qu'il faut avoir une approche holistique parce qu'il faudra pouvoir cumuler une propulsion traditionnelle avec une propulsion vélique. Ça, je l'entends bien. Il y a par ailleurs des réglementations européennes et mondiales qui vont dans le sens d'un net zéro très exigeant à un horizon de temps très court. Pour la première fois, on voit apparaître d'ailleurs dans le rapport de DNV-GL le fait qu'il va falloir se préoccuper de capturer le CO2 à bord des navires. Alors tout ça ajoute du poids. La propulsion vélique ajoute du poids, la propulsion traditionnelle ajoute du poids. Je ne parle même pas du CAPEX là, hein. Je suis simplement sur la notion de poids. Vous avez évoqué tout à l'heure, et la capture du CO2 va impliquer d'avoir des réservoirs, d'avoir des solutions pour héberger ce CO2 qui vont encore alourdir ce qu'on va installer à bord des bateaux. Quelle est votre réflexion par rapport à tout ça? Vous ne croyez pas qu'il va émerger une solution qui va être moins holistique et peut-être un peu plus à bord autour de fuel cells et de solutions tout à fait innovantes qui changeront un peu la donne? Alors, je comprends parfaitement votre question parce qu'on a travaillé, on a eu quelques réunions avec GE et je connais le poids des nacelles. Quand on parle de solutions holistiques, c'est sur le navire. Considérer toutes les choses qui vont nous permettre de décarboner un navire. Par contre, effectivement, le corollaire de ça, et pour pouvoir quand même transporter ce dont on a besoin de transporter, c'est d'avoir des navires spécialisés. C'est-à-dire que les navires que l'on construit actuellement pour Airbus, ils sont prévus pour transporter 6 avions pour Airbus. Et ils vont être très performants pour ça. Malheureusement, ils ne le seraient probablement pas pour transporter des nacelles. Donc, tout comme on en revient au risque, etc., c'est effectivement le client final qui permet, par un engagement, de
construire des assets dédiés qui permettent de mettre en place des solutions de décarbonation efficaces pour vraiment être le plus économe possible. Mais derrière votre question, il y a pour moi un sujet qui est fondamental. Alors, tu faisais des maths, on va faire un peu de physique. C'est le problème de la densité énergétique, en fait. Si on retourne au 19e siècle, quand la machine à vapeur est apparue, les navires côtiers étaient des navires exclusivement à vapeur, mais les navires transocéaniques étaient des navires hybrides, à vapeur et à voile, tout simplement parce que s'ils avaient été uniquement au charbon, leur cale aurait été entièrement remplie de charbon. Et on a un tout petit problème, c'est que rien ne bat la densité énergétique du fuel, à part le nucléaire. Donc on n'a pas parlé de nucléaire, grande spécialité française. Il y a des brise-glaces soviétiques qui l'utilisent, mais si on met ça de côté, on est quand même face à un mur qui vient de la physique, qui est qu'on n'a pas, que ce soit avec les fuel cells, avec l'hydrogène et même avec les carburants alternatifs, on n'a pas de solution aujourd'hui qui permettent de continuer à transporter autant de cargo qu'aujourd'hui, sans occuper une trop grosse partie de la cale. Et même le fait de ralentir les navires, qui est une solution qui diminue fortement la consommation, si on ralentit de 25% les porte-conteneurs, il faudra 25% de porte-conteneurs en plus en réalité. Donc ce mur physique, il est assez inévitable. Et c'est là que, encore une fois, notre filière ne résout pas entièrement le problème, mais elle permet d'abord de le retarder un peu dans le temps, et elle permet de peut-être laisser du temps pour ces solutions qu'on ne connaît pas encore d'émerger. Et c'est là qu'il y a une urgence, c'est que le Vélic, on peut le faire tout de suite. Des gens comme LDA en montrent parfaitement l'exemple. Les autres solutions, elles sont encore dans des labos. Et donc c'est très très important. C'est très important pourquoi ? Parce que le transport maritime, c'est 2 gigatonnes de CO2 par an, projeté pour devenir 4 gigatonnes par an. Si on n'accélère pas fortement l'adoption de solutions de décarbonation, on parle de dizaines de gigatonnes supplémentaires dans l'atmosphère qui seront encore là quand aucun d'entre nous ne sera vivant, en fait. Donc il y a une vraie urgence à utiliser aujourd'hui les technologies qui marchent aujourd'hui pour se donner le temps d'attendre les technologies qui ne sont pas encore développées industriellement. Et je compléterai avec 2 volets. Le premier, en fait, c'est que on a besoin avant tout pour aller vers le net zéro, c'est de sobriété. La meilleure technologie, il y a un grand énergéticien qui la meilleure énergie, c'est celle qu'on ne consomme pas, c'est ça ? Donc clairement aujourd'hui, le Vélic ne consomme pas d'énergie. Et si on fait une analogie maintenant avec d'autres secteurs et d'autres secteurs plus technologiques, ce qu'on voit arriver, et c'est ce qui marche aujourd'hui, c'est l'émergence de microservices, de sous-chaînes de responsabilité. Ce que ça veut dire, c'est qu'en fait, moi je fais le pari d'un monde à 2050 multitechnologique à bord des navires, parce que chaque technologie pourra apporter la bonne réponse, une belle boîte à outils et pas un marteau pour tout défoncer. Bonjour. Et puis n'oublions jamais que le vent, personne n'est en compétition avec le transport maritime pour utiliser le vent. On n'imagine pas d'avion ou de camion propulsé par le vent, on est d'accord. Donc c'est une grande chance parce que par contre sur les autres, que ce soit sur l'électrique, que ce soit sur l'hydrogène, etc., toutes les modalités industrielles vont être en compétition. Le vent, on se bat avec personne, profitons-en. Oui, mais enfin, on ne se bat pas vraiment. Vous pouvez utiliser le vent et nous aussi, tout va bien se passer. Bonjour. En fait, je voulais juste savoir, parce que je me suis trouvé dans la même situation pour le rétrofit des voitures, à me confronter avec la législation en fait, qui ne suit pas la consommation et non plus les clients finaux qui n'ont pas assez d'aide en fait, ou en tout cas ne sont pas le bon target pour rétrofiter des voitures. Et je voulais savoir, vous en avez déjà un petit peu parlé, mais je voulais savoir qu'est-ce que c'est qui bloque effectivement au niveau du lobbying concrètement. Première question. Et deuxième question qui est peut-être un peu plus technique et je ne sais pas si c'est possible techniquement de la mettre en place. Aujourd'hui, il y a le foil. Les foils. Est-ce que... Non, sous des cargos si gros ne sont pas... Ouais.
Je te laisse répondre sur les feuilles. Juste sur la partie réglementation, en fait, on n'a pas de blocage en fait aujourd'hui. On peut rétrofiter. Il y a des adaptations qui peuvent être nécessaires sur la visibilité, etc. Mais on arrive à les passer et tous les projets qui voient le jour aujourd'hui ont leur approbation de la part des autorités, des sociétés de classification qui ont ce rôle d'approuver et de certifier les projets. Et sur les feuilles, effectivement, toujours pareil, hein, à chaque type de navire, c'est solution. C'est une solution qu'on regarde sur les navires de petite taille, les navires de transfert de personnel et les choses comme ça. Pour l'instant, ce n'est pas une solution qui est regardée sur les gros navires de charge. Maintenant, il ne faut jamais dire jamais. On ne sait pas, demain, peut-être que la technologie évoluera. Mais voilà, pour l'instant, c'est plutôt concentré sur les petits navires. Et peut-être, je n'ai pas eu le temps de compléter tout à l'heure, mais sur cette nécessité de mettre en place le VELIC de plus en plus rapidement. On a travaillé avec l'État, avec des sociétés de consulting, etc., pour identifier quel était le gisement justement du VELIC. Et on estime qu'avec un scénario qui ne serait pas forcément extrêmement ambitieux de déploiement du VELIC sur la flotte française, on pourrait déjà amener l'équivalent de 3 à 6 TWh d'ici 2030. Et mine de rien, c'est l'équivalent d'un demi-réacteur nucléaire qui fonctionne pendant un an, et c'est 2,5 milliards d'euros d'économies publiques qui seraient générées par ça. Donc même si ça paraît pas anodin, mais si ça paraît petit, finalement on a quand même une capacité et un coût associé qui est absolument important. Et pour rebondir dessus et sur la question de différentes tailles de navires, différentes solutions, là on se focalise sur les navires de charge d'une taille relativement importante, mais il y a la question du VELIC aussi sur le yachting, sur les navires de pêche. Enfin, il y a aussi différentes tailles de bateaux qui pourront être impactés par le VELIC. Il y a des choses qui existent déjà et qui pourront continuer à être développées. Oui, bonjour, Christophe Cordom. Je voulais savoir si l'installation d'un système VELIC conduit à de fortes contraintes mécaniques, nécessitant le renforcement des structures. Il a été évoqué le poids, mais pas ce point des contraintes mécaniques. Oui, effectivement. Sur les rétrofits, on peut être confronté à ce genre de problématiques et à avoir besoin de renforcer la structure. Alors, c'est des choses qui sont faites au cas par cas, en fonction des navires, de leur spécificité. Il y a la question, au-delà de la résistance structurelle aussi, de la stabilité du navire. On met du poids dans les hauts, donc il y a aussi la stabilité qui est à vérifier. Donc, tous ces paramètres-là sont à vérifier au cas par cas, en fonction des navires sur lesquels on veut faire un rétrofit. Il y a effectivement des segments de navires comme les porte-conteneurs ou les car carriers qui font du transport de véhicules, qui sont des navires qui peuvent être très hauts. Je ne parle même pas des navires à passagers. Et là, on rejoint la question que Madame posait sur le poids. En fait, l'un des gros enjeux de notre filière, pour les gens qui, comme nous, faisons des propulseurs, c'est d'avoir le système le plus léger possible. On est assez fiers de dire qu'aujourd'hui, on a le système le plus léger possible, et notamment parce qu'on a réutilisé ces technologies de pales d'éoliennes qui nous permettent d'avoir à la fois la rigidité et la légèreté. Ces problèmes structurels, c'est des problèmes d'intégration, mais c'est aussi des problèmes qui sont très liés aux opérations portuaires. Typiquement, sur un porte-conteneur, il faut des mécanismes qui permettent de, en gros, faire disparaître les ailes au milieu des conteneurs pour faciliter les opérations de chargement, déchargement. C'est vrai aussi sur les vraquiers. Donc en fait, il y a des problèmes d'intégration assez complexes, mais on n'en a jamais rencontré aujourd'hui pour lesquels on n'a pas de solution. Et ça, c'est une très bonne nouvelle. L'essentiel de la flotte mondiale est en réalité éligible au VELIC. Et quelque chose qui va se marier en fait très bien, c'est la planification des opérations. Parce que quelque chose d'indissociable du propulseur VELIC, c'est le plan de route. C'est d'adapter son plan de route en fonction de la mauvaise météo. Et finalement, d'éviter les zones où j'ai des risques de casse. Voilà, s'il reste peut-être une ou deux dernières questions dans l'audience. Je pense qu'on a quand même fait un beau tour. Du coup, merci beaucoup aux 4 intervenants d'être venus à cette table ronde qui, pour ma part, a été très intéressante. J'espère que c'était le cas également pour l'audience. Et voilà, on restera un petit peu 5 minutes là si vous souhaitez poser des questions encore aux intervenants. Et merci beaucoup à tous d'être venus.